Ce soir, je vais vous présenter le mégalithisme dans le massif des morts. Donc la première partie, c'est un peu de pédagogie pour expliquer ce que c'est le mégalithisme. Et ensuite, la deuxième partie, on va voir les monuments mégalithiques qui ont été trouvés dans la région, dans le massif des morts. Premièrement, la définition, le mégalithisme, donc ça vient du grec méga, qui veut dire grand, et lithos, pierre. Il sera apparu vers le 6e millénaire avant Jésus-Christ, donc au néolithique. Quelques repères chronologiques, les premières peintures pariétales de Lascaux, c'est 30 000 ans, au paléolithique. La première pyramide de Saqqara, c'est 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc les Égyptiens élevaient des pyramides, et ici, dans la région, on élevait des dolmens, on érigeait des dolmens. Alors d'où est partie cette culture du mégalithisme? C'est parti de la région de l'Asie. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, il y a eu la fin de la dernière période glaciaire. La banquise descendait jusqu'en Angleterre. On pouvait aller à pied sec atteindre les îles anglo-normandes. Et il y a eu un commencement de réchauffement climatique. En gros, le niveau de la mer est remonté de 1 mètre par siècle. Les gens donc, qui viennent de cette région d'Arabie ont commencé à subir ce changement climatique, du fait qu'il y avait moins d'eau glacée. Ça va entraîner une désertification de la région de l'Afrique du Nord et de la péninsule arabique. Et ils vont partir de cette région. Une partie, il y a un premier départ va se faire vers le nord de l'Europe. Deuxième départ par les rives de la Méditerranée. Donc aujourd'hui aussi, on a ce type de migration. Et donc il y a 6 000 ans de ça, c'était déjà dû au changement climatique. Donc actuellement, on nous dit que le changement climatique est dû à l'influence de l'homme, mais ce n'est pas entièrement exact. Le changement climatique, c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc il y a ces peuples-là d'Arabie qui pratiquaient déjà le mégalithisme et l'agropastoralisme, vont se déplacer dans le nord de l'Europe et dans le sud de l'Europe jusqu'à la péninsule ibérique et vont apporter leur culture aux populations présentes dans ces régions-là. Entre autres, l'agropastoralisme et le mégalithisme. Le monument mégalithique le plus simple, c'est un menhir. Donc c'est un mot qui vient du breton men, qui veut dire pierre, et ir, longue. C'est une pierre plantée verticalement dans le sol. Le plus grand menhir trouvé en France, c'est dans le Morbihan. Il fait 25 mètres de long, 3 mètres de large, 380 tonnes, malheureusement brisé en 3 morceaux. Ce menhir a été transporté à son emplacement actuel sur plusieurs kilomètres, à partir d'une carrière qui est située vers Baden, voilà. Chercher le nom. Voilà donc ce menhir là, de Logmariaker, brisé en 3 morceaux. Par contre, on ne sait pas à quoi pouvaient servir ces menhirs. Alors il y en a qui disent que ce sont des symboles phalliques, d'autres des stèles qui permettraient de concentrer les ondes telluriques qui circulent dans le sol, et ça permettrait de dégager de l'énergie. Voici les alignements de Karnak, où il y a plusieurs milliers de menhirs qui sont plantés. On ne sait pas trop ce que c'est, mais récemment, il y a une hypothèse qui a été donnée pour ces alignements. Voilà, donc ça servait aux Bretonnes pour étendre le linge pour le faire sécher. C'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Et les menhirs ont été parfois christianisés, comme en Bretagne, ici, à la Pointe Saint-Mathieu. Donc c'était des menhirs de l'âge du fer,
Et à l'époque chrétienne, on a rajouté par-dessus des croix. Et le plus grand menhir encore debout, donc de France, c'est le menhir de Kerloas, dans la région de Séronan, en Bretagne, qui fait plus de 10 mètres de haut. Il manque un morceau de 2 mètres qui a été détruit par la foudre. Mon épouse, qui est au pied de ce menhir, vous donne l'échelle. Alors, il y avait une tradition concernant ce menhir, c'est que les femmes qui désiraient améliorer leur fertilité venaient frotter le ventre contre ce menhir. Je ne sais pas si ça marchait, mais enfin, c'était une tradition locale. Et en Corse, il y a des statues menhirs ou stèles. Donc là, on voit bien le symbole que ça représente. Donc, ce sont la plupart du temps des guerriers. On voit bien la tête ici, des armes. Donc, ça peut être des guerriers qui ont commis des exploits, des faits d'armes. Une statue menhir dans l'Aveyron, voilà, qui est au musée de Rodez. Et après, donc, si vous êtes des fans d'Obélix et Astérix, Obélix taillant des menhirs, c'est un anachronisme. Parce que l'histoire d'Obélix se passe à 50 avant Jésus-Christ, donc lors de la conquête de la Gaule par Jules César. Et ça faisait déjà 1000 ans que les Gaulois n'utilisaient plus ce type de stèle. Mais ça n'enlève rien à l'œuvre d'Astérix et Obélix. Ensuite, comme autre monument mégalithique, on a le dolmen, donc, qui vient du breton taol, qui veut dire table, et men, pierre. Alors là, on sait très bien à quoi ils servaient. Ce sont des monuments funéraires qui est constitué de plusieurs chambres sépulcrales, qu'on appelle les cellas, et d'un couloir d'accès, et dont le plafond est formé de pierres plates. Là, tout cet ensemble de pierres plates est recouvert d'un tumulus constitué de pierres et de terre. Alors souvent, on ne retrouve que les pierres verticales, parce que les dolmens, le tumulus du dolmen a servi de carrière de pierre, et où ont été détruits par l'érosion. Voici un des plus célèbres dolmens de la région, celui de la pierre de la Fée, à Draguignan. Donc on voit au fond la pierre de chevet et 2 piliers. Sans doute le couloir d'accès à la chambre sépulcrale qui se trouvait là, devait se trouver par ici. Et au départ, tout ça était recouvert d'un tumulus de pierre et de terre. Notre type de mégalithe, c'est le tholos, ou tombe circulaire. C'est un moment constitué d'une chambre funéraire circulaire et qui est entourée d'un tumulus. Et un à Salerne, à côté de la déchetterie. On voit donc au centre la chambre circulaire et le tumulus autour. Notre type de mégalithe, un cromlech, c'est un monument mégalithique fait d'une suite de pierres levées, disposées en cercle. Le plus célèbre est celui de Stonehenge en Angleterre. Il y a le cairn ou tumulus, c'est un amoncellement de pierres et de terre recouvrant plusieurs sépultures. Le plus connu est celui de Bardonnès, en Bretagne, qui a été surnommé par Malraux le Parthénon de la préhistoire. Voici le cromlech de Stonehenge, donc qui a été érigé vers 2800-2100 avant Jésus-Christ. Les pierres qui ont servi à construire ce monument ont été transportées sur plusieurs centaines de kilomètres. Et voici le cairn de Bardonnès, dans le Finistère, près de Morlaix, donc qui a été construit entre 4500 et 3500 avant Jésus-Christ, donc 75 mètres de long, 28 mètres de large, et construit en dolérite. Et à l'intérieur, on a trouvé 11 chambres funéraires. Alors ce cairn a servi pendant des siècles de
de carrières de pierre, tellement le tumulus était important. Puis un jour, dans les années 50, les carriers sont tombés sur les chambres funéraires, et là ils se sont aperçus qu'ils étaient en train de piller donc, un cairn, un monument mégalithique. Et on arrive donc au mégalithisme dans le Var. Il y a trois régions qui ont été délimitées, donc celle qui nous concerne, le Massif des Morts, ensuite le centre-Var, la région de Brignoles, le Luc, Saint-Maximin, et ensuite le Haut-Var, la région de Mons. Alors on voit sur cette carte que la région de Sainte-Maxime, le plan de la Tour, est très bien pourvue en monuments mégalithiques. On peut même dire que le plan de la Tour, c'est la capitale du mégalithique du Massif des Morts, tellement on a trouvé de monuments de cette époque-là. On a eu l'occasion d'en voir 2 ou 3 dimanches lors d'une balade réalisée à l'initiative de la commune du Plan de la Tour. On va commencer donc notre balade dans le Massif des Morts en démarrant de Saint-Raphaël. Aussi le menhir de Péronne, qui est taillé dans une roche locale de la Rioli. Le menhir du Vieux Rovest, Arteloup à Roquebrune. Et là on voit monsieur de Germont, père, observer ce menhir. L'ensemble de 3 menhirs des Lambert. Donc, cette photo a été prise en 1967 sur le plateau des Lambert, sur la commune de Colobert. C'est une propriété de l'ONF. Et donc, si vous allez les voir, il faut demander autorisation à l'ONF. Sauf si vous circulez à pied. Ces menhirs font environ 2 mètres à 2,50 m de haut. Ce sont les plus grands menhirs du Var, encore debout. Voilà notre vue de ce menhir. Et le troisième menhir, qui a failli disparaître, c'est grâce à l'association Aristide Fabre qu'il a été sauvé. Donc quelqu'un l'avait prélevé sur le site des Lambert, et pour l'emporter, on ne sait pas trop où. Et l'association Aristide Fabre est intervenue pour que ce menhir soit implanté maintenant au carrefour de la route qui mène à la Chartreuse de la Verne et la piste qui va au plateau des Lambert. Ensuite, un ensemble de 3 menhirs d'Écouse à Lirimeau. Ces 3 menhirs se trouvent là, en face de Jade et Robert, à l'endroit où on a fait une école de golf. Alors, lorsque les travaux pour le golf ont commencé, je suis allé voir le promoteur et je l'ai sensibilisé à notre patrimoine mégalithique. Donc, actuellement, ce menhir se trouve au milieu du practice de golf. Ce deuxième menhir, ou stèle, je vais expliquer pourquoi on appelle ça une stèle plutôt qu'un menhir, se trouvait au milieu de la route qui permettait plutôt d'accéder à cette école. Donc il a été légèrement déplacé. Manque de pôle, lorsqu'il a été remis en place, la face gravée qui était dirigée vers l'est a été dirigée vers l'ouest. Alors, dans quelques minutes, je vais expliquer pourquoi les figures gravées étaient dirigées vers l'ouest. Vers l'ouest. Et voici une tête gravée provenant d'une stèle qui a été trouvée dans la forêt de Sainte-Maxime. Alors, on a la chance dans notre secteur d'avoir découvert donc 2 têtes gravées sur des monuments mégalithiques. Alors pourquoi des têtes gravées? Eh bien c'est un symbole, donc à l'âge du fer, du culte des ancêtres, qui a été mis en évidence surtout sur l'oppidum d'Entremont,
où on a trouvé des stèles avec plusieurs figures gravées ou des alvéoles dans lesquelles étaient placées les têtes des défunts. Alors, sur une de ces stèles qui se trouve au musée de Fréjus, de Saint-Raphaël, pardon, sur le bas de la stèle, il y a un serpent qui est symbolisé. Alors, suivant la mythologie grecque, c'est un symbole ctonien. Ça veut dire que ça symbolise la terre et les enfers. Et ça représente la renaissance et l'immortalité. Voici le menhir ou stèle des Vernades. Là, c'est pareil, ce monument médiétique a disparu parce que le propriétaire du lieu a défoncé le champ dans lequel il se trouvait et il a été détruit. Il y en avait deux à cet endroit, sur ce site, et les deux ont été, à quelques dizaines d'années d'intervalle, détruits par le propriétaire. Malgré nos recommandations, il n'a pas pris de précaution. Voici le même. Et au pied d'un de ces menhirs ou stèles, donc des Vernades, j'ai trouvé cette petite hache en roche verte des Alpes. Donc il fait environ 8 cm. Le menhir des Domas, au plan de Hâteau, se trouve à proximité de la propriété de Vanessa Paradis. Alors parfois on a un doute sur ces pierres relevées, est-ce que ce sont vraiment des menhirs? Parce que souvent, au pied de ces menhirs, on ne trouve absolument rien. Donc là on peut avoir doute. Par contre, là par exemple au pied du menhir des Domas, j'ai trouvé quelques tessons de céramique de l'âge du bronze, donc ça donne quand même de bons indices pour dire que c'est un véritable menhir. Voilà une autre vue du menhir des Domas, au plan de Hâteau. Le menhir de Médoste, donc il se trouve sur la route qui va du plan de Hâteau à Grimaud, dans un virage, au lieu dit Médoste. Il est environ à 30 mètres de la route. Vous pouvez stationner la voiture dans ce virage. Il y a un petit parking et aller à pied voir ce menhir. Et juste derrière, il y a un champ d'oliviers dans lequel on a trouvé des tessons de céramique de l'âge du bronze. Donc il confirme que c'est bien un menhir. Voilà notre vue du menhir de Médoste. Ensuite, le menhir de Prabourdin, qu'on a vu pour certains ce dimanche matin, au plan de Hâteau. Donc, dans ce secteur, il y a deux menhirs, mais on n'est pas certain qu'ils soient à leur emplacement d'origine. Celui-là est situé au bord du chemin. Le deuxième se trouvait au milieu du champ de vigne, et le propriétaire était gêné, chaque fois qu'il passait à charrue, il accrochait. Donc il a sorti du milieu de son champ de vigne et l'a déposé délicatement sur le bord de son champ. Donc maintenant tout le monde peut l'admirer. Voilà le menhir de Prabourdin, une autre vue. Le menhir de Pampelonne, sur la commune de Ramatuelle. Il y en a d'autres, mais on n'a pas retrouvé de traces. Dans ce secteur, il y a une urbanisation très importante. On pense qu'ils ont été détruits. Ils avaient été repérés dans les années 70, et lorsqu'on est retourné avec Romagnan, là, qui est chargé du patrimoine pour le CIVOM, on n'a retrouvé que celui-ci. Le menhir de la Garde Fouenée, celui-là est en sursis, parce qu'il se trouve sur le tracé de la voie de contournement du centre-ville de la Garde Fouenée. Il y a 2 ans, parce que maintenant, dès qu'on fait des travaux quelque part, on fait venir les archéologues qui réalisent des sondages pour vérifier qu'il n'y ait pas des vestiges dignes d'intérêt. Et donc, en faisant des sondages à proximité de ce menhir, donc ils ont trouvé des restes d'habitation d'âge du bronze.
Et donc le plus beau monument du massif des Morts, bien sûr, c'est l'ensemble des 9 menhirs des Terriers sur la commune des Arcs, qui sont datés du néolithique final et qui ont été étudiés par Philippe Hameau, qui est un anthropologue de l'université de Sophia Antipolis. Alors au pied d'un de ces menhirs, il a été trouvé un petit vase globuleux. Et à proximité donc, de ces menhirs, il y a sans doute 2 dolmens. Alors, il y a un doute. On voit bien des pierres, des restes de pierres verticales qui délimitaient peut-être la chambre sépulcrale, mais le bulldozer est passé à travers. Peut-être que le dolmen a été éventré, donc il faudrait réaliser une fouille pour le vérifier. Et puis le dolmen, le deuxième, des Terriers. Ça, c'est au moment de sa découverte, avant qu'il soit remis en état, consolidé par l'association Aristide Fabre et des volontaires de la commune des Arcs. Voilà, donc celui-là, il est réapparu après les incendies de 2003. Il avait été un peu perdu de vue. Et voici donc comme il est actuellement. Donc, on a posé autour de ce dolmen des pierres plates pour délimiter l'emplacement du tumulus. Là, à l'intérieur, il y a la chambre sépulcrale, où c'est là. Et ici, un couloir d'accès. Malheureusement, le tumulus a disparu. Il a servi de carrière de pierre dans les années 50, parce qu'il y avait de belles dalles de schiste, et donc ça a intéressé un entrepreneur local de les récupérer. Il n'y a jamais eu de fouille de réaliser sur ce dolmen. Le dolmen de la Haute-Suanne, donc là on arrive sur la commune de Sainte-Maxime. Bon, ça ressemble à un tas de pierres, parce qu'après la fouille, les pierres qui constituaient une partie du tumulus ont été remises à l'intérieur de la chambre funéraire pour éviter que les dalles verticales se déchaussent. Et éviter aussi que les gens aillent gratouiller au fond, même s'il n'y a plus rien. Donc c'est... Voilà donc le couloir d'accès orienté à l'ouest. Donc pourquoi dans le massif des Morts, tous les dolmens ont leur couloir d'accès orienté à l'ouest. C'est-à-dire c'est dirigé vers le soleil couchant. Et la selle funéraire qu'on a vue à peine, où il y avait une tête, était aussi dirigée à l'origine à l'ouest, en direction du soleil couchant, qui pouvait symboliser pour nos ancêtres la mort. Voilà le dolmen de la Haute-Suanne à Sainte-Maxime pendant la fouille en 1974. Donc, pour les non-initiés, ça ressemble un peu à un tas de pierres, mais bon, dedans, il a été trouvé pas mal de choses intéressantes. Et voici une restitution, donc avec la chambre funéraire, ici, le couloir d'accès et le tumulus qui est symbolisé par ce cercle de pierre. Alors dans ce dolmen, il y a 33 individus qui ont été placés. Et on s'est aperçu qu'il y avait un rite funéraire qui était respecté dans l'ensemble des restes funéraires des inhumations précédentes. Et ce qui fait dire ça, c'est que dans le tumulus, aux alentours de la chambre sépulcrale, on a retrouvé des restes dispersés de ce rite. Bien sûr, l'inhumation, le corps était accompagné d'offrandes. Là, c'est de l'outillage lithique, des pointes de flèches, des lames de couteau, de la poterie, des parures de bijoux. On en voit quelques éléments ici. Voici la reconstitution d'un vase. Alors tout le matériel qui a été trouvé dans le domaine de la Haute-Suanne est exposé au musée de Saint-Raphaël. Il y a de très belles vitrines avec tous ces objets disposés. Et voilà ce vase, lors de sa découverte, il y avait une racine qui avait poussé au travers.
Voici donc la reconstitution du collier, avec des éléments de parure, de l'os, de la varicite. La varicite, c'est une roche relativement tendre et qui provient d'Espagne. Ici, il y a des cristaux de quartz qui proviennent des Alpes. Ça veut dire qu'à cette époque, et la stéatite aussi qui vient de la région de Briançon. Ça veut dire qu'à cette époque, donc à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait un commerce très étendu de matières premières. On allait chercher le quartz dans les Alpes, la pierre verte pour faire les haches polies vient du massif des Alpes, côté italien, sur le versant de Briançon, la varicite d'Espagne, la stéatite, je l'ai dit, de Briançon. Voici un autre dolmen qui se trouve sur la commune du Plan de Hâteau, avec ici le couloir d'accès, dirigé toujours à l'ouest, la dalle de chevet et les dalles de la chambre funéraire. Donc, il a été fouillé en 1971, et lors de cette fouille, on s'est aperçu que ce dolmen avait été profané au XVe siècle, parce qu'à l'intérieur, on a trouvé de la céramique de cette époque-là et une pièce de monnaie. Et dans ce dolmen a été trouvé un vase campaniforme. Alors pourquoi campaniforme? C'est une culture qui a été diffusée au néolithique final et qui est partie du Portugal jusqu'en Europe du Nord. Alors pourquoi campaniforme? Parce que ces vases ont la forme d'une cloche. Et c'est une culture qui s'est répandue dans toute l'Europe, au néolithique final et au début du chalcolithique. Un deuxième dolmen, donc de Saint-Sébastien, fouillé de 72 à 73. Donc là-dedans, il y a eu les 60 individus qui ont été inhumés. Toujours pareil, la chambre, le couloir d'accès dirigé vers l'ouest, la chambre funéraire, avec cette grosse dalle, donc la dalle de chevet, et des dalles plus petites pour délimiter la chambre funéraire. Pareil, ces dolmens, a priori, n'avaient pas de dalle de couverture. Donc chaque fois, pour placer les restes funéraires, il fallait démonter le tumulus. Là aussi, dans le tumulus, aux alentours, ont été trouvés des restes funéraires déterrés lors des éliminations suivantes. Voilà, donc une vue pendant la fouille du couloir d'accès à la chambre funéraire. La dalle de chevet, toujours dolmen de Sébastien. Pareil, là, le matériel qui a été trouvé dans ces dolmens, le dolmen de Saint-Sébastien, est exposé au musée de Saint-Raphaël. C'est une vue de la chambre funéraire pendant la fouille. Notre vue. Et voici une restitution de ce dolmen. Donc, toujours pareil, la chambre funéraire, le couloir d'accès et le tumulus aux alentours. Voici l'outillage lithique qui a été trouvé dans ce dolmen. C'est un des plus bels outillages lithiques du Var qui a été trouvé dans ce dolmen. Et alors, voici une pointe de flèche en obsidienne. Et lors d'une analyse par le laboratoire de Sophie Antipolis, on a pu dire que cette obsidienne provenait de l'île de Pantelleria. Alors, l'île de Pantelleria, c'est une île qui se trouve à mi-chemin entre la Tunisie et la Sicile. Donc, à la fin du néolithique et au chalcolithique, il y a eu un commerce très intense de l'obsidienne. L'obsidienne, c'est un verre naturel minéral qui est produit lors des éruptions volcaniques. Alors, les principaux gisements, ce sont la Sardaigne, l'île de Palmarola, Lipari, la Sicile et Pantelleria.
Donc à partir de ces sites, l'obsidienne a été diffusée dans toute l'Europe, on a même retrouvé en Angleterre. Une nouvelle preuve du commerce très développé des matières premières à cette époque. Voici d'autres outillages liquides, des lames, des pointes de flèches de différentes formes et des éléments d'une parure. Quelques vases, dont ce trépied en argile. Alors, ce trépied en argile, on ne sait pas si c'est un trépied qui servait à poser un vase ou si ça faisait partie d'un vase qui lui-même comportait ce trépied. Et voici une séparure qui a été reconstituée à partir des éléments trouvés dans cette tombe. Donc une perle en cuivre, une pointe de quartz provenant des Alpes, là aussi une perle en quartz, et des éléments divers en varicite. Et dans l'un de ces dolmens, il y a une autre parure, je ne l'ai pas prise en photo, qui comportait à peu près 3600 perles. Un autre dolmen qui se trouve pas très loin de Saint-Sébastien et de la Haute-Suade, ce dolmen des Lions. Alors celui-ci est tout petit et il a la particularité d'avoir conservé sa dalle de couverture. Il n'a jamais fait l'objet de fouilles. Mais on voit par-dessous qu'apparemment il aurait été vidé. Alors pourquoi dans ce secteur du Pan de la Tour, donc Saint-Sébastien, la Haute-Suade, la Maurier, le dolmen des Lions, les menhirs de Médoste, d'Evernade, de Prabourdet, comment expliquer la présence de sommets mégalithiques? Eh bien, c'est que sur le sommet de Saint-Père, il y a un oppidum. L'oppidum, c'est un village perché. C'est un habitat groupé qui est apparu surtout à l'âge du fer. Mais alors, l'oppidum Saint-Père, lors des fouilles, des quelques sondages qui ont été réalisés, nous ont permis de trouver des éléments donc, du gléolithique final et de l'âge du bronze. Ça veut dire qu'il y avait une population qui vivait sur le sommet de Saint-Père, ici, et donc qui était un lieu de vie, et ils se sont servis des sommets aux alentours pour ériger les monuments mégalithiques, et entre autres les dolmens, pour enterrer leurs bons. Donc on se dirige vers Amatuel. Il y a le dolmen de Briande. Alors, ce dolmen a été fouillé dans les années 50. Il a été ensuite restauré et il se trouve en dessus la maison des gardes du conservatoire du littoral. Et pourquoi un dolmen à cet endroit? Eh bien, sur l'isthme qui relie le Cap Taïa au continent, et bien là il y a des habitats qui ont été fouillés, donc du chalcolithique. Il y a eu une fouille récemment encore, il y a 2 ou 3 ans. Donc encore un dolmen pour enterrer les morts à proximité du lieu d'habitat. Voici l'outillage lithique qui a été trouvé, donc toujours pareil, des pointes des flèches, des éléments de parure. Et puis, il y a le dolmen de Gotabri, à la Londe. Alors celui-là, il a une particularité, bon, toujours pareil, orienté est-ouest, c'est que la chambre funéraire est séparée en 2. Donc, dans ce monument, il y a eu 34 individus qui ont été inhumés.
Voilà une vue en plan là, de cette chambre funéraire. Alors, ce type de monument se rapproche plus des monuments qu'on retrouve mégalithiques, que l'on retrouve dans la région du Luc ou de Mons. Alors là, apparemment, les hommes du Chalcolithique ont fait une synthèse du rite funéraire qui se pratiquait dans le massif des Morts et des autres massifs de Mons et de Brignoles. Voilà. Voici une très belle lame de silex et de couteau qui a été trouvée dans ce dolmen lors des fouilles. Alors ce dolmen avait été déjà fouillé en partie au XIXe siècle, puis après une étude a été reprise dans les années 50, 60. Voilà encore de l'outillage lithique. Des éléments de parure. Là, on a un coquillage qui a été percé. Et là, ce sont des éléments en calcaire qui ont été usés pour donner un aspect fusiforme et percés ensuite pour être enfilés sur un collier. Voilà encore des pointes de flèches trouvées dans ce dolmen. Et on arrive à la conclusion. Donc le mégalithisme, c'est un signe de changement de comportement chez les hommes du néolithique. Les familles nomades se sédentarisent, alors qu'avant ils pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette. Ils se ressemblent en clans, construisent des villages permanents, maîtrisent l'agropastoralisme, s'affranchissant ainsi de l'écosystème. Ils enterrent les morts dans des tombes collectives comme des dolmens ou des tumulus. Ce sont les premières constructions monumentales d'Europe qui nécessitent une main-d'œuvre importante pour le transport des matériaux, parfois sur plusieurs kilomètres, et ensuite procéder à leur érection. C'est aussi l'apparition d'une élite qui est capable de faire travailler à son profit un groupe d'individus pour des réalisations qui n'ont pas une utilité immédiate. Avant, l'utilité immédiate, c'était de survivre. Donc il fallait aller à la pêche, à la chasse et ramasser des fruits. Donc c'est le passage du matérialisme au symbolisme. Et ce que les spécialistes appellent la révolution du néolithique. Une petite bibliographie sur les monuments mégalithiques de la Provence. Et une artiste bretonne qui est spécialisée dans les aquarelles de monuments mégalithiques. Voilà, on arrive à la conclusion. Les photos, c'est les photos de cette diaporama. Donc, je remercie Marie-Val Bonetti qui m'a passé des photos. Émile Codou, qui était un photographe de Grimaud dans les années 60 et qui est décédé, et qui m'a passé des photos des menhirs d'Écouses. Robert Valbonetti, qui m'a mené sur les monuments des terriers. Et puis bien d'autres que j'oublie. Et mes remerciements aussi à Marcel Betty, qui est le président d'honneur, honoraire plutôt, de notre association Récits de Femmes. Gabriel Chabot, avec qui j'ai parcouru dans mon enfance les collines des environs pour prospecter tous les sites archéologiques. Bernard Romagnan, Michel Rognon, les époux Schmitt qui m'ont scanné des diapositives très anciennes, ce qui n'était pas évident. Le centre archéologique Uva, Robert Valmonetti et les autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. On se pose des questions en Égypte pour savoir comment on construit les pyramides.
comment on peut s'expliquer comment il pouvait transporter sur plusieurs kilomètres. Oui. Et je ne sais pas s'il avait inventé la roue, mais je pense pas. Ce genre de... Apparemment sur des traîneaux. Des traîneaux. Oui. Comme les monuments mégalithiques qui se trouvent en Europe, le transport, apparemment, je le dis bien, a été assuré par des traîneaux. Et il y a un village du Loir-et-Cher qui, il y a quelques années, a fait une reconstitution de l'érection d'un menhir qui fait 3 mètres de haut à peu près. Donc ils ont réalisé un genre de traîneau. Ils ont posé avec un tractopelle le menhir sur ce traîneau. Et ensuite, sur le chemin de halage, ils ont mis des troncs d'arbres en travers pour permettre le traîneau de rouler sur ces troncs d'arbres jusqu'à l'endroit où le menhir a été érigé. Et donc le menhir a été tiré par une 60aine de personnes à peu près, pour permettre son déplacement. On a, puisque bon, c'était le mégalithisme, mais on n'a pas parlé des vestiges du paléolithique. Il faut savoir qu'au paléolithique, le niveau de la mer, vers la fin du paléolithique, le niveau de la mer était 130 mètres plus bas qu'actuellement. Alors il est possible que nos ancêtres de cette époque ont habité sur les rivages qui actuellement se trouvent sous la mer. C'est pour ça bon, qu'on ne trouve pas de vestiges du paléolithique récents sur les communes environnantes du massif des Morts. Il faut aller plutôt du côté du massif de Roquebrune pour en découvrir, ou alors le Haut-Var. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais que tu es modeste, mais combien en as-tu découvert? 2. C'est après l'incendie de 71. Je n'étais pas seul, j'étais avec mes amis à Chabot. On est allé prospecter cette zone-là et ça nous a permis de trouver les 2 dolmens de Saint-Sébastien, mais qui étaient déjà connus par quelques personnes, entre autres Monsieur Sigala, dont on peut voir des objets exposés dans la salle à côté. La pierre, c'était de la roche, c'était de... Oui, donc la pierre dans le massif des Morts, la pierre qui a servi à construire tous ces monuments mégalithiques était prise sur place. Donc elle n'a pas été transportée sur des kilomètres. Contrairement à la Bretagne ou la Grande-Bretagne, où là, les roches ont pu être transportées sur plusieurs centaines de kilomètres. Des roches qui font plusieurs dizaines de tonnes. Récemment, il y a eu une émission qui est passée, je crois que c'est sur la 5, sur justement le Stonehenge en Angleterre. Et ces pierres étaient retaillées? Oui. Voilà, après, donc les pierres, si elles n'avaient pas la forme voulue, étaient bouchardées pour leur donner une forme légèrement parapépédique. Mais pas forcément. Parfois, bon, si la pierre était relativement régulière, on va l'utiliser telle qu'elle. Alors, les dolmens du massif des Morts sont de petite taille. On pense que c'est dû à un mégalithisme décadent, parce qu'on est aux alentours de 2100 avant Jésus-Christ. Les dolmens qui ont des dalles de couverture, etc., sont beaucoup plus anciens. Alors, je pense que pour gagner du temps, ils ont conservé quelques rites concernant la construction du dolmen, mais ils sont allés au plus rapide. Parce que c'était pas évident toujours de trouver une dalle de couverture suffisamment grande pour mettre sur la chambre funéraire. Et de même que peut-être que les chambres de funéraires aussi étaient recouvertes de troncs d'arbres, et ensuite ces troncs d'arbres permettaient au tumulus qui le recouvrait de ne pas tomber dans la chambre funéraire. Mais c'est une hypothèse, on n'en sait rien.
Voilà, donc. Je disais, il y avait des armes, il y avait des scènes de guerriers, etc. Mais il y avait déjà la croix. Il y avait donc une connotation religieuse. Non, la croix, c'est en Bretagne, donc ils ont christianisé ces monuments qui étaient beaucoup plus anciens. En fait, ils ont taillé des croix dans les menhirs. Et ça n'a pas été rajouté. Si, ça a été rajouté. Dans certains, ça a été rajouté, collé par-dessus, et d'autres menhirs ont pu être retaillés pour les christianiser. Il y a des croix en Pramousquier notamment qui datent, d'après le professeur Rameau, de cette période néolithique, mais taillées dans le rocher, dans la dalle. Oui. Sur le menhir de Médos, il y a une croix, mais je pense que c'est plutôt que ce menhir a été utilisé comme limite de parcelle cadastrale, et la croix, comme ça se fait beaucoup, permet de préciser une limite cadastrale. Puisque dans la forêt, souvent sur des rochers, on en trouve ces croix pour opérer les limites. Ce qui est sidérant, c'est de penser que M. Pythagore a été chercher son éducation les pyramides en Égypte, et que nous, à cette même époque, on trouve très rarement des inscriptions ou des signes de ce soir. Oui. Alors, le mégaïtisme, c'est pas une tradition qui s'est éteinte. Parce qu'il y a des régions, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou l'Amazonie, où il y a des tribus qui vivent encore comme à l'époque néolithique et qui élèvent des menhirs. C'est pour ça, bon, on a dit que ce mouvement était parti. Oui, il y a toujours des gens qui espèrent trouver des objets intéressants dedans. À une époque, les gens cherchaient dans les dolmens la cabre d'or, qui avait été, soi-disant, laissée par les barbaresques là, qui étaient passés dans la région. Oui, mais ça c'est vrai. Il était en or, tout le monde peut faire, qu'il est derrière un buisson bien lumineux. Il faut envoyer tous les gosses les chercher, c'est normal. Oui. Est-ce que les chemins de la pierre plantée mènent tous? Oui, souvent, c'est parce qu'à proximité, il y avait un menhir. Mais on ne le voit plus. Il a disparu au début du XXe siècle. Ah oui. C'est pareil, au Plan de la Tour, sur la route qui va du Plan de la Tour à Vidauban, il y a la piste de la pierre plantée. J'ai trouvé qu'une borne de limite communale, et je suis toujours à la recherche de cet éventuel menhir. Comment pouvez-vous préciser comment vous estimez le nombre d'inhumations qu'il y a eu dans chaque... Donc, ce sont les spécialistes qui étudient les os et à partir des ossements trouvés déterminent le nombre d'individus qui ont été inhumés dans ces tombes. Donc il y en a suffisamment de différents, les fouilles révèlent suffisamment d'os différents pour qu'on arrive à les attribuer à tel. Mais les ossements sont des fragments. Oui, bien sûr. Parce que le problème de la massif des morts sont des terrains cristallins et acides. Donc tout ce qui est ossement a du mal à se conserver, sauf s'ils ont été incinérés. Là, ils se conservent beaucoup mieux. Une fois que c'est découvert, c'est protégé quand même. Comment? Une fois qu'ils ont été découverts, ils sont protégés. Et tu disais qu'il y avait 2 paysans qui avaient détruit dans leur champ. Oui. C'est bizarre, ça, quand même. Malgré, j'ai dit, nos recommandations, les gens ne prennent pas en compte le patrimoine historique qu'ils ont sur leur terrain. En montagne, c'est pas blanche. Oui. Et c'est vachement surveillé. Oui, mais en Bretagne, bon, c'est sur des sites, comment dire, qui ne sont pas très boisés. Donc c'est très visible. Dès que quelqu'un approche, bon, on peut les repérer. C'est-à-dire que là, tous ces monuments que je vous ai montrés, la mégalithique, se trouvent dans la forêt, éloignés de toute habitation à plusieurs kilomètres de distance. Donc n'importe qui peut aller faire ce qu'il veut, malheureusement, et ne pas respecter notre patrimoine.
En ce qui concerne les menhirs, sont-ils posés sur le sol? Sont-ils enterrés? Non, ils sont plantés. Quelle est la... Oui, voilà. Quelle est la Non, il y a de la... une petite fosse qui a été creusée. Au fond de cette fosse, il y a des pierres plates qui ont été déposées la plupart du temps, et ensuite le menhir est déposé par-dessus. Et ensuite calé sur les côtés avec d'autres pierres et de la terre. Donc, ça n'est pas ce qu'on voit, ça n'est pas seulement la partie qui a été transportée, Oui. parce qu'il y a encore une partie qu'on ne voit pas, Voilà. qui est sous la terre. Exactement, qui est enterré. Mais ce trou, pour les grands menhirs, peut faire plusieurs mètres de profondeur, hein, cette fosse. Voilà, parce que vous n'avez pas d'autres questions, on lève la séance. Merci. Merci pour votre attention.